Il est né en Tchétchénie, a grandi près de Strasbourg et rêve de conquérir le monde. Une épine dans le pied de son adversaire l'a rendu célèbre. À 23 ans, il est un des plus grands espoirs du MMA français. Baïsangour Shamsudinov, alias Baki, est en aparté. Hello Baki. Hello Nathalie. Bienvenue en aparté, ravi de vous accueillir ici. Merci beaucoup, c'est sympa ici. Hein, ouais, c'est sympa. Hein, ah ouais, vraiment. C'est pas vraiment la même forme que ce que vous avez l'habitude de fréquenter. On n'est pas octogonal, on est plus dans le rectangle, nous. Ouais, mais vous avez de l'espace et vous allez pouvoir évidemment faire quelques pas. Vous approchez même, vous allez voir de la bibliothèque tout à l'heure. Vous allez découvrir plein d'objets et de photos qui vous racontent et qui racontent votre histoire également. Vous venez un petit peu du côté de la banquette, vous voulez bien ? Ok, ça marche. Quelques marches, et puis je vais pouvoir vous installer. D'ailleurs, j'ai dit Baki comme ça, comme si on se connaissait. Salut Baki, c'est vrai, je me suis sentie comme ça en confiance, mais j'aurais dû dire Baïsangour ou pas ? Bah, pour moi, les deux, c'est pareil. Hein, parce que... Qui vous appelle Baki, qui vous appelle Baïsangour ? Alors, ma famille, mes proches m'appellent Baïsangour parce qu'ils m'ont connu comme ça, mais Baki, c'est mon surnom de combattant. Et oui. Et je suis la même personne. Donc, oui, vous êtes la même personne, mais alors quand même, ce surnom de combattant, ça arrive pas d'une bande dessinée par hasard ? C'est ça, ça vient d'un manga qui s'appelle Baki the Grappler. Donc, voilà, dans l'écran. Ouais, c'est ça, on le voit dans l'écran. On voit une figurine aussi ici. Et ouais, c'est un manga que j'ai découvert au moment où j'ai commencé le MMA. Et on voit un personnage en fait, qui est déter, qui est jeune, qui est talentueux et voilà, on s'y identifie facilement. Oui, parce voilà. que c'est un mystérieux ado qui remporte tous les tournois de karaté, hein, quasiment. C'est ça, c'est ça. Ça c'est dans le film Baki. Et après, il y a aussi l'animation, donc les épisodes qu'il y a eu dans Baki the Grappler. Puis par la suite, en plus, ça c'est... Parce que moi, à l'époque où je regardais, c'était pas trop connu. Et par la suite, il y a Netflix qui ont créé des saisons supplémentaires sur Netflix et tout. Et franchement, c'est devenu connu. Vous lui ressemblez à ce personnage ou vous voyez des concomitances entre lui et vous ? Alors, pas physiquement, mais dans la mentalité, ouais, c'est quelqu'un qui est discipliné, qui a un objectif précis et qui est prêt à tout pour l'atteindre. Et du coup, je me suis identifié à ça très rapidement, quoi. Est-ce que vous m'avez bien apporté ? Est-ce que vous nous avez bien apporté ? Oui, évidemment, cette ceinture. Elle est là, cette ceinture, elle trône sur la table basse, évidemment. Vous pouvez la prendre en main pour qu'on se rende compte un peu ? Alors, bien sûr, je vais la prendre en main. Votre première ceinture à l'âge de 23 ans, hein, c'est ça, si j'ai bien fait les comptes ? C'est ça, exactement. Elle est lourde ? Ça pèse combien ? Alors, je sais pas en termes de poids combien ça pèse, mais ouais, c'est quand même une ceinture qui est lourde. Hein. Après, je sais qu'il existe des ceintures moins lourdes et tout, mais là, on est quand même sur une ceinture de championnat du monde, donc c'est quand même quelque chose qui est sérieux, quoi. Et oui. Et voilà, quoi. Ouais, évidemment. Chez vous, elle est où ? Vous la laissez où ? Vous la mettez en évidence ? Alors moi, ma ceinture, je la mets toujours dans un endroit où on la voit bien. Et je l'ai même emmenée du coup dans mon pays d'origine, donc la Tchétchénie, pour la montrer un peu à ma famille, etc. Donc ouais, c'est quand même le premier objet qui représente mon travail, quoi. Et oui, qui évidemment couronne même votre travail, puisque ça date du 16 mai dernier, quand vous battez le Brésilien Thiago Lima à l'Adidas Arena. On va regarder. Évidemment, si vous voulez bien. Donc je me rassois. Vous pouvez vous installer. Ouais, ça marche. Ladies and gentlemen, your new hottest welterweight champion of the world, Baïsangour Baki Shamsudinov. Et voilà, première ceinture, champion des poids moyens à l'Ares Fighting Championship. Qu'est-ce que ça représente pour vous et comment vous vous sentez à ce moment-là ? Bah franchement, ça fait plaisir parce que même si ça reste une victoire et que c'est pas ma première victoire, c'est la première victoire pour une ceinture. Et avant le combat, on a forcément un peu d'appréhension parce qu'on se dit que l'adversaire, il est aussi venu pour prendre cette ceinture-là. Et donc on est vraiment, on y va vraiment avec encore plus de motivation, encore plus d'envie. Et donc le fait d'avoir gagné et de pouvoir récupérer cette ceinture, c'était quand même quelque chose de grand pour moi, donc je suis content, quoi. Est-ce que, parce qu'on va en parler dans quelques instants, votre père, vos frères sont là quand vous êtes sur
sur cette compétition? Bien sûr, à chacun de mes combats, il y a mes grands frères, il y a mon petit frère, il y a mon père. Donc, ouais, la famille, elle est présente. La famille est très présente dans votre parcours, bien C'est ça. sûr, et dans votre quotidien de sportif. On va y venir dans un petit instant, mais il y a plein de gens qui ne savent pas véritablement ce qu'est le MMA, même si c'est évidemment de plus en plus connu. Comment vous pourriez nous débriefer ou nous briefer en quelques mots pour ceux qui vous découvrent là? Alors, le MMA, en anglais, c'est les diminutifs de Mixed Martial Art, donc le mélange des arts martiaux. Et c'est un sport, en fait, qui est apparu maintenant il n'y a pas si longtemps que ça. Et où on va venir, en fait, mélanger plusieurs sports de combat, prendre le meilleur de chaque sport de combat pour pouvoir l'utiliser en combat face à quelqu'un. Donc, on va avoir des combattants qui vont utiliser une stratégie plus debout, ils vont boxer, etc. On va avoir des combattants qui vont préférer lutter, emmener au sol pour pouvoir causer des dégâts au sol. On va même avoir des combattants qui viennent du grappling, donc une discipline où on combat au sol, où ils sont à l'aise du fait d'être en dessous de la personne. On pourrait croire qu'ils sont en train de se faire taper, mais en fait, ils sont en train de gérer la situation et même en train de gagner. S'ils sont bons, ils peuvent gagner en étant en dessous, quoi. Donc, c'est vraiment un sport où tout peut se passer. On a une grande diversité de techniques aussi. Et donc, ouais, C'est vrai que la manière dont vous en parlez, je retiens aussi le côté spectaculaire. Il y a Ouais. vraiment ça dans cette discipline. Mm. Qui finalement est légalisée depuis peu en compétition en France, seulement depuis 5 ans. C'est ça. Comment vous expliquez, au-delà de la performance, du divertissement, une telle adhésion? Ben, moi, je pense que c'est un mélange de plusieurs choses. Déjà, le fait que ce soit nouveau par rapport au fait que c'était interdit avant. Le fait que l'UFC, les grosses organisations font beaucoup plus de travail, que ce soit sur la communication, le divertissement, etc. Ça fait que les gens sont beaucoup plus impliqués et ils aiment bien regarder ça. Les gros combats français qu'on a eu aussi. J'ai eu la chance de faire le combat avec Cédric, Doumbé, on va en parler. c'est ça, c'était un combat qui était phénoménal en France, qui est le plus gros combat qu'on a eu en France. Donc tout ça, ça fait que ça fait du bruit et les gens, forcément, quand il y a du buzz, quand ça fait du bruit, et surtout, bah, le combat, c'est quand même quelque chose qui est en nous depuis toujours. C'est quelque chose qui montre la force de l'homme, le fait de vaincre un autre homme. Oui, c'est presque, ça fait partie de l'histoire, vraiment de ça. l'humanité. Ça a toujours été incroyable, quoi. Alors, vous avez posé les choses, et très bien, merci à vous pour cette explication de texte. Avec Il y a un plaisir. rendez-vous là maintenant qui est imminent, c'est le 18 octobre, lors de l'Arrest 35, c'est votre prochain combat. Vous défendrez pour la première fois votre titre face à Jordan Zebo, et ce sera pas n'importe où. Vous pouvez regarder à gauche dans la baie vitrée, ce sera à Strasbourg, précisément, tout près de là où vous avez grandi, Ouais, à c'est ça. Guenot précisément. Quand même, être en Alsace, être dans votre pays d'adoption, d'être dans cette ville d'adoption qui vous a vu grandir avec vos frères, vos parents, qu'est-ce que ça représente comme Ah, type d'émotion? Ça fait vraiment plaisir. Franchement, c'est une belle opportunité pour moi parce que c'est la première fois que je vais combattre là-bas. Donc, ce sera mon 12e combat et c'est la première fois que je combats à Strasbourg. D'autant plus que je ne sais pas si dans le futur, j'aurai d'autres occasions de combattre là-bas à Strasbourg. Et surtout, on n'a pas eu d'événement de MMA en vrai jusqu'à présent à Strasbourg. Donc, pour un premier événement de MMA, me dire que je ferai partie de l'événement, ça fait vraiment plaisir. Et en plus, c'est une belle carte. Il y aura plein de bons combats ce soir-là. Donc, ouais, Et ça alors, il y a promet. une particularité supplémentaire à ce combat, au-delà d'être vraiment sur votre territoire. Vous allez affronter Jordan Zebo, je le disais. Mhm. Il s'avère que Jordan Zebo, vous avez été partenaire d'entraînement à la MMA Factory. C'est ça. Vous avez vraiment, vous êtes entraînés ensemble. Forcément, ça doit changer un peu la donne, non? Vous vous connaissez bien, moralement, stratégiquement, on réfléchit, j'imagine, autrement. Ouais, forcément, parce que comme vous l'avez dit, en fait, on a vraiment eu ce parcours où on s'entraînait ensemble, etc. On était dans la même salle, on combattait souvent sur les mêmes événements, donc même pendant les préparations, parfois on avait des sparring l'un contre l'autre, etc., etc. Donc il y a des connaissances qu'on a L'un de l'autre. l'un de l'autre, bien évidemment. sûr, mais faut se dire aussi que ça fait un moment maintenant, ça fait 3 ans. Moi j'ai progressé, je pense qu'il a progressé aussi. Donc ouais, il y a Et s'il y avait un pronostic alors? alors le pronostic, il est très simple, je pense que je vais gagner. Ah bah voilà. Donc voilà, tout simple. Vous allez gagner. C'est ça. Quoi? C'est une forme de méthode Coué? C'est une Hmm. manière de se rassurer? Vous êtes très sûr de vous? C'est une Non, nature? je pense pas que c'est une méthode que j'utilise particulièrement pour essayer de me rassurer ou pour faire de l'auto-persuasion ou quoi. C'est vraiment une confiance qui est réellement là. Je suis quelqu'un qui travaille dur et qui me prépare bien. Je suis quelqu'un qui analyse beaucoup mes adversaires. Les choses, elles sont telles qu'elles sont.
Et dans ce que je vois, je vais gagner. Donc, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Après, bien sûr, c'est un combat et un combat, tout peut arriver. Mais dans les faits, je vais gagner ce combat et il n'y aura Et pas de nous, on problème. sera au rendez-vous, évidemment, le 18 octobre. Ça fait Donc, plaisir. la date est évidemment cochée. On sent cette espèce de sérénité qui vous caractérise. En tout cas, on la sent là. Il y a quand même quelque chose autour de la dynamique de la journée, peut-être en tout cas du rythme de la journée. Qu'est-ce qu'on fait dans une journée ou veille de combat? Alors, bien sûr, l'objectif est quand même de performer. Donc, il y a quand même une routine qui revient systématiquement parce que elle est là pour la performance. Et donc, moi, dans cette routine-là, déjà, il va y avoir l'alimentation, tout simplement parce que avant ça, j'ai un gros régime à faire. Donc, le fait de manger suffisamment, reprendre de l'énergie pour le combat va être quelque chose de très important. Manger aussi les bons aliments parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Le sommeil aussi, la veille du combat. On ne va pas se coucher trop tôt, même si on pourrait penser qu'on aura besoin de bien dormir. Mais le problème, c'est que vu qu'on combat tard, si on se couche trop tôt, on peut se retrouver dans une situation où on va être fatigué au moment du combat. Donc, il y a quelques calculs à faire comme ça, mais globalement, c'est une journée comme une autre. Alors, quand même, en parlant d'alimentation, vous avez vu sur votre droite, sur la table basse, il y a une cloche. Ça, ouais. Ouais, vous pouvez soulever. Ok. Et c'est donc un petit poids qui... pourquoi? Alors, Qu'est-ce que c'est que cette histoire de déshydratation, de perte de poids avant un combat? Alors, On parle de cutting, hein, c'est bien ça? c'est ça, J'ai bien c'est ça. compris? Alors, ce petit poids, il est quand même assez représentatif de ce qui se passe parce que c'est quand même quelque chose qui est assez vrai, c'est qu'on va diminuer les calories, on va diminuer aussi l'alimentation, on va manger moins. Et du coup, on va se retrouver dans une situation où l'objectif est vraiment de perdre du poids pour atteindre sa catégorie. Vous avez aussi mentionné la déshydratation, c'est vraiment quelque chose qui est aussi présent surtout au dernier moment avant la pesée. Pour enlever les kilos restants via des processus de transpiration, bain chaud, sauna, etc. etc. Mais globalement, ouais, la diète avant un combat, c'est pour moi, je trouve, la partie la plus difficile, personnellement, parce que je suis quand même quelqu'un qui est lourd hors combat. Et donc, ouais, on mange pas des petits pois comme ça, mais on mange très peu, ouais, c'est vrai. Et privation d'eau également? Alors, privation d'eau, c'est vraiment comme je l'ai dit au dernier moment. Ça veut dire que pendant toute la préparation, on va quand même boire suffisamment parce que c'est nécessaire pour s'entraîner et c'est quand même nécessaire même pour survivre. Donc, on boit vraiment convenablement, mais il va y avoir une partie où on va faire de la surhydratation. Donc, on va boire plus que nécessaire. Et au dernier moment, où on va couper l'eau pour tout simplement se vider en fait de son eau qu'on a en nous. Ça présente peut-être un certain nombre de dangers, non? Alors oui, absolument, c'est très dangereux. Vous, par exemple, vous en avez subi les conséquences? Alors oui, j'ai déjà subi une conséquence par rapport à ça, tout simplement parce que j'avais raté une pesée une fois. Donc ça remonte à novembre 2023. Tout simplement, il me manquait 1 kilo à perdre et après avoir déjà perdu 7 kilos avant ça, donc en une soirée, ce dernier kilo ne voulait pas se perdre. En fait, j'arrivais plus à transpirer tout simplement. Ça veut dire que j'avais beau continuer les processus de bain chaud, de sauna, etc., etc. Il n'y avait pas une goutte de sueur qui sortait de moi. Il y avait vraiment juste des évanouissements et tout. Donc c'était vraiment un très mauvais souvenir. Vous n'avez pas pu combattre? Ouais, j'ai pas peur. Enfin, ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'on se négocie avec l'adversaire pour pouvoir quand même faire le combat. On va essayer de lui donner une partie de ce qu'on va gagner en termes d'argent pour ce combat, pour qu'il accepte malgré ce kilo en plus. Malheureusement, il a pas voulu, donc au final, le combat a été annulé. Et il faut encadrer cette pratique du cutting? Ouais, c'est très important. Ça veut dire qu'un combattant amateur, il faut pas qu'il cut déjà. Et pour les professionnels, il faut être vraiment bien encadré. Et heureusement que j'ai été encadré. Parce que j'aurais pu continuer à forcer bêtement si j'étais seul et me mettre dans une situation beaucoup, beaucoup plus dangereuse que ça, quoi. Bon, alors évidemment, le 7 mars 2024, il y a eu cette affiche face à la star du MMA, le Français Cédric Doumbé. Mhm. Vous l'aviez dominé avant le combat, vous l'aviez au début de combat, et puis ce combat est arrêté à cause d'une écharde dans le gros orteil, hein, si ma mémoire est bonne, Ouais. du pied gauche de Doumbé. Aujourd'hui, vous avez le sentiment de voir au public français à Doumbé une sorte de revanche, même pour vous-même, j'allais dire? Alors, une revanche pour moi-même, non, parce que, encore une fois, comme vous l'avez dit, j'ai dominé avant et en plus j'ai gagné ce combat, quoi qu'on en dise. Si on parle des faits tels qu'ils sont, c'est qu'il a perdu ce combat. Après le combat, il a essayé de se plaindre à la fédération en disant que c'est pas Il a dit que sans normal, l'écharde, etc. il aurait gagné. Ouais. C'est ça, mais la fédération, elle a rien voulu savoir et pour eux, c'est bien une défaite qu'il a subie. Donc quoi, ils peuvent remixer la chose
comme ils veulent, ça reste une défaite. C'est lui qui a besoin de cette revanche, c'est pas moi. Mais c'est quand même un combat qui, moi, m'intéresserait pour l'aspect financier que ça apporte, pour l'aspect divertissement que ça apporterait, encore une fois, pour le MMA français aussi. Et surtout, ça me permettrait aussi de bien terminer ce combat, pour une fois, et de ne pas laisser de place aux doutes ou aux gens qui ne sont pas contents, en fait, tout simplement. Bon, alors voilà, c'est dit. Je vous invite au comptoir. Baki, vous voulez bien vous déplacer vers la gauche, prendre ce petit bol en main et puis l'emporter, regardez, tout en passant devant cette vue. Là, Eh oui, on est chez vous, en Tchétchénie. ouais, c'est vrai que là, c'est la Tchétchénie. C'est magnifique, d'ailleurs. C'est magnifique. C'est dingue, hein. Ah, c'est super bien décoré, en fait, cet appartement. Vous pouvez vous installer dans le fauteuil qui se trouve à gauche. Ok, Voilà. Vous êtes équipé. je suis équipé. On a fait une escale, effectivement, par la Tchétchénie. Ouais. On aurait pu s'installer précisément du côté d'Ourouch-Martan, où vous êtes né le 16 août 2001. Est-ce que déjà, à cet âge-là, vous consommiez ce qui est dans ce plat? Et dites-moi ce que c'est. Alors, ce plat, je le consomme depuis que je suis né, je crois. Et franchement, je sais Qu'est-ce pas. que c'est? Je vous laisse le prononcer parce que moi, je pense que je vais l'abîmer. Alors ça, c'est un plat qui vient de chez nous, qui s'appelle le jijigalnoch. C'est un plat traditionnel de chez nous. Et alors, je me pose la question, comment vous avez fait ça, quoi? Qui vous a montré comment faire ça? Ou si, je sais pas si vous l'avez pris dans un restaurant ou quoi? On s'est entraîné longuement. Ah bah, franchement, c'est bien fait. En plus, les odeurs, elles sont similaires au vrai plat. C'est des pâtes faites à la main, avec de la viande bouillie. Et alors, ouais, il y a deux sauces. Alors, il y a une sauce au bouillon avec de l'ail. Et il y a une autre sauce à la pomme de terre et à l'oignon. Et dans les deux cas, c'est excellent. J'aime beaucoup ce plat, c'est un de mes plats préférés. C'est votre maman qui vous proposait ça? C'est ça, c'est ma mère qui le fait, et d'ailleurs qui le fait très bien. Donc, Et vous savez le faire ou pas maintenant? non, moi je Non. suis plus dans les plats diète, on va dire. Bon, alors vous me l'avez dit, hein, vous en mangez quasiment depuis la naissance, quasiment depuis le berceau. Regardons dans quelle atmosphère vous êtes né. À Grozny, la maternité fermée pendant 6 mois a réouvert ses portes. Mais pour y parvenir, à chaque carrefour ou presque pour franchir les barrages de police, il faut montrer patte blanche. La nuit, durant le couvre-feu, tous les déplacements sont interdits. Les policiers ont ordre de tirer à vue. Autant dire que si l'on doit accoucher, mieux vaut ne pas attendre la dernière minute et patienter ici, plutôt qu'à la maison. En Tchétchénie, les hommes en âge de combattre sont tous suspects d'être des militants indépendantistes, des terroristes, comme on dit à Moscou. Alors c'est chez eux que la plupart préfèrent attendre le retour de leurs femmes et de leurs enfants. Voir le jour à Grozny, c'est dès que l'on a les yeux ouverts vouloir se blottir contre le sein de sa mère, comme pour échapper le plus longtemps possible à ce paysage de ruines où ne pousse que la misère, la violence et la haine. On est quelques mois après votre naissance, dans votre pays, ravagé par la guerre. Le danger est partout. Votre prénom est un hommage à Baïsangour de Benoï, ce héros de la résistance tchétchène. C'est comme ça que commence votre vie, dans ce climat. C'est ça, totalement. Bah, c'est ça, hein. C'était une période qui était archi difficile. Moi, je suis le troisième de la famille. Et j'ai été du coup né pendant cette deuxième guerre de Tchétchénie, donc une guerre qui était particulièrement violente. Grozny, notre capitale, a été considérée par l'ONU comme étant la ville la plus détruite du monde. Donc forcément, j'en ai pas des souvenirs, heureusement, j'étais trop petit. Mais ouais, ça fait partie de mon histoire. Et le nom que mes parents m'ont donné aussi, il est très, très important historiquement parlant, parce que c'est comme vous l'avez dit, Vraiment une figure. C'est une figure, ouais. Vos parents ont déjà été marqués par un drame à ce moment-là. Vous êtes le 4e. Ils ont déjà perdu une fille à cause de la guerre. C'est Votre ça. papa est militaire, hein, guerrier également. C'est ça. Il va falloir sauver la peau de sa famille, en quelque sorte. Il décide de partir, c'est ça? Pour C'est ça. survivre, C'est quitte à ça. tout abandonner. Totalement. C'est vraiment ça, en fait. On a tout abandonné et on est parti. Alors, mon père, il n'était pas dans la guerre, dans cette guerre-là, mais il était déjà militaire avant. Il travaillait, en fait, dans la police. Mais ouais, c'était une époque compliquée, hein. C'était une époque très compliquée. J'ai des souvenirs par rapport au voyage qu'on a fait pour arriver en France. On a traversé donc la Russie, on a traversé l'Ukraine, la Pologne, l'Allemagne pour enfin arriver en France. J'avais, je crois, peut-être 4 ans, et je suis arrivé du coup en maternelle moyen.
Du coup, en France, À Haguenau, donc. directement à Haguenau, ouais. Ouais, en Alsace. C'est ça. Est-ce que, parce qu'il y a le barrage de la langue quand même, vous maîtrisez peut-être pas encore tout à fait le français? Je ne maîtrisais pas le français. À cette époque, en fait, je parlais allemand parce que du coup, on venait d'Allemagne. On a habité 3 ans en Allemagne avant d'arriver en France. Et du coup, ce qui était bien, c'est que ma professeure, en fait, à cette époque-là, en maternelle moyenne, du coup, elle parlait allemand aussi. Après, on vient d'Alsace, donc c'est une langue qui est proposée en fait à l'école, donc pas mal de personnes savent parler allemand. Et donc, ouais, je communiquais avec la professeure, ouais, en allemand. Et petit à petit, avec mes camarades de classe, j'ai appris le français. Alors, Voilà. avec la prof, vous communiquez en allemand. Avec les camarades dans la cour, vous communiquez comment? Euh, avec le français, avec l'allemand, ou plutôt avec le physique, si je puis dire? Non, alors, je me battais, mais je me battais pas tant que ça à cette époque-là. Moi, il faut savoir que j'étais un enfant timide, hein. J'ai toujours été très timide, donc je me battais pas beaucoup, juste je me laissais pas faire, c'est tout. Il n'y a pas eu une fois quand même où vous vous faites cogner par 2 garçons, vous rentrez à la maison, vous en parlez à un de vos frères, et je crois Euh, qu'il vous défie un peu, non? ouais, c'est ça, parce qu'en fait, chez nous, on rentre pas en perdant, en fait. Ça se fait pas. Donc, ce qui s'est passé, c'est que c'est pas simplement mon frère qui m'a dit allez, je vais te venger et je vais gronder les petits. Non, non, il m'a renvoyé me battre avec les petits. Sauf qu'en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il il les a séparés pour que je me batte 1 à 1 avec Ah les oui. deux. Et là, cette fois, Et là, je m'en suis mieux sorti, on va dire. vous allez commencer le judo et vous êtes déjà très doué. La preuve. Ouais, ça, on met. C'est drôle ce geste de l'arbitre quand Ouais. même, bah, qui en gros vous invite à ralentir, hein, à calmer le jeu, hein. C'est ça, Parce que oui, je disais que vous étiez doué, là vous avez à peine 7-8 ans, hein, sur ces images. c'est ça. Donc très vite, il y a quelque chose chez vous, il y a un très très bon niveau qui s'installe. Ouais, bah, c'est ça, en fait, tout simplement. Je pense aussi ce qui était au-delà du fait qu'on parle de talent ou d'être doué et tout, c'est aussi les compétitions, c'était quand même beaucoup plus important pour moi. C'est quelque chose que je prenais plus au sérieux que les autres enfants, tout simplement parce que ma famille, elle me disait que ouais, je devais pas perdre, etc. Et c'était quand même quelque chose d'important et j'y allais vraiment avec une sensation de stress, et des sensations que je ressens aujourd'hui encore en combat, hein. Donc il y avait déjà cette responsabilité, alors que les autres enfants, pour eux, une compétition, c'était juste un jour spécial où on allait s'amuser, affronter des autres et tout. Moi, c'était vraiment un jour où je devais gagner, C'est faire comme une premier. responsabilité en fait qu'on vous C'est fait ça. porter, hein. C'est ça, c'est ça. Donc forcément, on combat avec plus de poids dans la balance et forcément, on est plus fort. Donc déjà, il y a eu cette partie-là et aussi le fait que je m'entraînais dur. Je me suis toujours entraîné très dur. Donc ouais, ça a créé ce petit fossé avec les autres enfants, on va dire. Ceinture noire à 16 ans, Ouais. donc forcément très prometteur. Pourquoi vous choisissez d'abandonner pour le MMA? Alors, pourquoi j'abandonne pour le MMA? Tout simplement parce que le MMA, c'est toujours ce que j'ai voulu faire, hein. Je faisais du judo, mais je faisais du judo parce que c'était le club disponible dans ma ville, le sport de combat disponible dans ma ville. Quand j'ai commencé à grandir et que j'ai pu, entre guillemets, commencer à me déplacer hors de ma ville pour m'entraîner, c'est à ce moment-là qu'avec mon père, on a commencé le MMA. Il m'a fait débuter ça et j'avais déjà mes bases de judo, donc je partais pas de zéro. Et j'ai très rapidement adapté mon judo au MMA, travaillé ma boxe et voilà. Et c'est comme ça. Et donc, on reparle de votre papa, évidemment, parce qu'on ne peut pas boucler cette émission sans parler, évidemment, de son rôle à lui et de vos frères, bien sûr. Le rendre fier, ça, c'est aussi un marqueur très fort chez vous. C'est très très important pour moi. C'est très très important pour moi parce que aussi loin que je me souvienne, mon père, il était toujours là. Ça a toujours été un exemple aussi. Et c'était aussi quelqu'un qui m'a toujours poussé dans le sport. Donc quand j'envoie des coups de poing et quand je pratique les entraînements, quand je vais au combat, forcément, la personne, entre guillemets, qu'on veut rendre heureuse, à ce moment-là, c'est mon père, quoi. Et dans un futur à moyen terme, j'allais dire, Baki, où voyez-vous? Alors moi, je veux devenir le meilleur combattant de la planète, comme je l'ai déjà dit dans énormément d'interviews. Donc, bien sûr, on ne peut pas devenir le meilleur combattant de la planète de manière 100% sûre, parce qu'il y a des gens qui pratiquent pas ce sport et qui peuvent être très très forts aussi. Mais officiellement, le moyen de devenir meilleur combattant de la planète, c'est de faire du MMA, donc le sport qui nous autorise à mettre le plus de diversité de techniques en place.
et d'être le meilleur dans sa catégorie. Donc c'est cet objectif-là que je vise et je m'entraîne tous les jours pour l'atteindre. J'ai l'impression que vous mangez MMA, vous dormez MMA, vous êtes très focus. Est-ce qu'il y a des endroits où il y a quand même je sais pas, des variantes Bien sûr. Alors moi, je suis depuis petit, depuis on va dire le collège, je suis très très fan d'astronomie et d'astrophysique. Et après, ouais, que ce soit en regardant des animés, c'est comme ça que j'ai découvert Baki aussi, en regardant des films de combat, en jouant aux jeux vidéo aussi. Je suis un gros joueur de jeux vidéo. Donc j'ai mes petits échappatoires vous avez comme vos ça. échappatoires, vos passions. C'est C'est ça. marrant d'ailleurs, l'astrophysique des étoiles aux octogones, hein, quand Ouais, même, c'est si ça. on regarde bien. Tiens, alors justement, de vos échappatoires, on peut regarder en image ce que ça donne. Kako ne mogu tako? Kako ne mogu tako? Nema bre polako, kako polako? Pička ti materina. Quel sami tu me parles là? Tu vas appeler Samuel après 6 heures? Je dois soigner maintenant, ça fait 6 heures qu'on t'attend. Occupe-toi bien lui là. Les Israéliens vous parlent au bon et tout. Je peux pas soigner dans ces conditions, votre frère, faut qu'il aille à l'hôpital. Bon, dépêche-toi. Tiens, dépêche-toi, soigne-le. Soigne d'abord. Dépêche-toi. Maintenant. Qu'est-ce qui se passe là? Faut du silence maintenant, faut du silence. Écartez-vous, écartez-vous, écartez-vous! Hippocrate, la série, bien sûr, de Canal+, entre autres, fameuse série. Et c'est vous. Oui, pleinement. Ce rôle-là, cette expérience à part entière, qu'est-ce que c'est que cette aventure? Comment vous l'avez vécu? Comment ça s'est fait, Baki? J'avais été contacté, il me semble que c'était en 2023, pour jouer une petite scène en fait. Et c'était vraiment marrant à faire, hein. Franchement, j'avais pris plaisir à faire ça. Et après, j'avais un rôle de méchant un petit peu, on va dire. Mais c'était pas vraiment un rôle, en vrai, je pense, c'est plus figurant, on va dire. Je devais mettre une pression sur un médecin qui était venu soigner un membre de ma famille, sauf qu'elle n'avait pas pris le matériel avec elle après avoir pris 3 heures de retard. Alice Blaidy, l'actrice. Ouais, c'est ça, exactement. Et ouais, vous avez adoré? Aimé? Ouais, c'était... Vous avez envie de renouveler ça? Ouais, franchement, c'était top. Et pourquoi pas? J'aime beaucoup le cinéma. C'est quelque chose que je trouve intéressant. Après, c'est pas facile, hein, comme on pourrait le croire. Hein. On avait passé pour une petite scène comme ça, on avait passé plus d'une journée, il me semble. Donc ouais, c'est pas évident. Mais pourtant, c'est bien, j'aime bien. Réitérer peut-être en tout cas l'expérience. Ouais. Bon, je vous invite à découvrir cette bibliothèque qui se trouve derrière vous. Si vous voulez bien vous lever, à côté, à droite de la cheminée. Ok. Ah ouais, d'ici, je vois déjà, là. Vous voyez, Ouais, il y a du Bruce Lee dans cette bibliothèque, ouais, il y a du Bruce entre Lee. autres. Ouais. Et comme vous avez dit que vous aviez l'ambition d'être le meilleur combattant du monde, si vous voulez vous asseoir sur le petit tabouret, on fait un petit jeu, vous voulez bien? Je Ok. vous propose des noms de combattants et vous me dites si vous êtes plus fort à la bagarre. Donc si je vous dis Bruce Lee, par exemple. Alors Bruce Lee, c'est une question assez intéressante parce que c'est un acteur, mais on sait que c'est plus qu'un acteur parce qu'il avait des aptitudes physiques hors normes. Maintenant, on n'a jamais pu voir en fait ce que ça donne réellement dans une cage, donc je sais pas. C'est Donc plus vraiment fort ou pas? On va dire ouais. Allez, on va dire ouais. Bon. Rocky, Rocky, c'est un acteur, donc ouais, je pense, je suis plus fort que lui. Hulk, Hulk, ça va être un peu compliqué. Là, ça va être un peu compliqué parce que du coup, même si c'est un film, ça reste quand même un personnage monstrueux, donc non, je peux pas le battre, hein, trop fort. Mike Tyson. Mike Tyson, alors, ça, c'est une grosse question. Ouais. C'est un combattant, mais de boxe anglaise. Donc, en boxe anglaise, forcément, je me fais défoncer, je pense, parce qu'il est vraiment super fort. Maintenant, en MMA, sachant qu'il y a l'aspect lutte et sol, je pense que je m'en sortirai assez bien. Vos frères? Alors non, parce que les grands frères, en fait, ils ont un pouvoir sur les petits Ah. frères qui sont... C'est-à-dire? le pouvoir du grand frère, tout simplement. Vous, tout simplement. Donc non, La hiérarchie familiale. c'est ça. Et Teddy Riner. Alors Teddy Riner, il est quand même énorme. Il est quand même énorme et c'est un judoka. Donc Vous aussi, vous l'avez été. j'ai été, mais en judo, ça va être compliqué de battre Teddy Riner. Hein. Ça va vraiment être compliqué. En MMA, je pourrais tenter d'envoyer des coups, etc. Mais je sais pas, peut-être qu'il s'est déjà entraîné aussi. Donc je sais pas. Je sais Vous pas. savez pas. Ouais. Bon, merci beaucoup, Baki, en tout cas, d'être venu nous voir ici en Avec aparté. plaisir. Il y a énormément de choses là ici que je vois et qui font plaisir à voir, des petits clins d'œil. Et je trouve que là, on est vraiment chez moi, quoi. C'est dingue, hein. Ouais.
Bon, bah, en tout cas, ravi de vous avoir accueilli, d'avoir pu vous connaître davantage et vous entendre vous livrer, aussi bien sur votre enfance que sur votre façon de fonctionner. L'Ares 35, donc prochain combat le 18 octobre contre Jordan Zebo. Ce sera chez vous, à Strasbourg, et on sera là pour vous encourager. Merci Salut beaucoup. Baki, merci à vous. Je vous laisse regagner les quelques marches et la porte d'entrée qui était à l'opposé. Ça marche. Je vous remercie encore. Je garde la ceinture, évidemment. C'est trop sympa. C'est cadeau. Merci à vous. You